la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes. Faites donc désormais très attention à vous car des risques de catastrophes météorologiques sont annoncés sur l'ensemble du territoire national et 2 régions sont mises sous vigilance orange. Il s'agit du nord-ouest et à l'ouest où ces derniers jours les pluies seront très intenses avec des vents violents pouvant occasionner des risques d'inondation et même d'érosion dans les bas-fonds et les chaussées de certaines villes. Dans l'ensemble, le temps sera plutôt frais et les températures seront basses. Et nous jetons un coup d'œil dans la région du littoral où on aperçoit de fortes pluies à Douala, à Konsamba, Yabassi, à Edea jusqu'au petit matin. Prenez toutes vos précautions. C'est dans la région du nord qu'on retrouvera de fines pluies à Poli dans la nuit et ainsi qu'à Tcholéré au petit matin. Pour le reste des villes, le temps sera plutôt calme. Nous terminons avec la région du sud-ouest où le temps sera toujours agité par de fortes pluies à caractère orageuse à Manfé ainsi qu'à Mondimba. Pour le reste, la fraîcheur sera bien intense. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Toussez dans votre coude et en cas de symptômes, appelez le 1510. Bonne soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Où sont passés les malades ordinaires? La question se pose au moment où la désertion des hôpitaux par les patients se fait de plus en plus ressentir. La peur du Covid-19 semble expliquer cette situation dont les conséquences ne sont pas des moindres. Explication dans le 20h30. 12 juillet 1884, 12 juillet 2020, il y a 136 ans, était signé le traité germano-douala, un jour, une date, un événement marquant l'histoire du Cameroun et des débuts des relations internationales. Évocation dans ce journal. Et puis vague de peur à Lokbessou, lieu dit vallée des Nobles à Douala dans le littoral. Les habitants vivent dans la psychose de voir s'effondrer à tout moment des bâtiments dans cette zone à haut risque. On fera le détour de ce côté-là pour en mesurer les dangers. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Les hôpitaux cherchent désespérément les malades. Depuis la survenue de la pandémie du coronavirus, les structures de soins sont désertées par les patients qui craignent d'être contaminés au Covid-19. Que ce soit en pédiatrie, en gynécologie ou dans les services de médecine générale, les salles d'attente autrefois bondées sont désespérément vides. Le constat dans ce reportage que signe Barbara Padjama. Vous voyez comment les bancs sont vides. Habituellement, quand vous venez ici par heure, vous devez avoir au moins 50 mamans qui attendent encore là. Julienne, plus de 30 ans dans une blouse blanche, n'a jamais vu pareil en pédiatrie externe. Même le pic des vaccinations a chuté drastiquement. Depuis que le corona a commencé, vous venez m'a dit, 13 heures, les bancs sont vides. Il n'y a plus personne. Alors que par le passé, on vaccinait jusqu'à 16 heures. On pouvait vacciner 300 bébés. Le constat est amer. C'est la carence totale des rendez-vous ici à l'hôpital gynéco de Yaoundé. Les salles d'attente, d'habitude très fréquentées, sont à l'abandon. Natacha s'en souvient. Ça mettait plus de temps, il y avait plus de monde. Maintenant, je crois qu'il y a moins de gens, ça a diminué. On est reçu plus rapidement. Bébé Roche ne lui donnera plus de sueur froide grâce aux résultats négatifs de son test de paludisme. Le déplacement en valait la peine. Les pavillons pédiatrie et gynécologie sont les plus affectés dans les centres hospitaliers. On est à moins de 35% de taux d'occupation de lits. Donc actuellement, nous souffrons de l'absence des malades. Réticents, la peur au ventre, des patients se rapprochent discrètement des médecins pour chercher rassurance. J'ai eu à recevoir plusieurs cas réticents par rapport à l'affaire coronavirus. Pour une visite prénatale ou pour une consultation pour enfants, l'hôpital
Conseil de ne rien négliger. D'autres maladies peuvent surgir. On doit créer des comités de sensibilisation au quartier. Sinon, on risque après ça entrer dans une phase d'épidémie des maladies qu'on avait cru qu'on avait déjà évitées. Visite ou pas visite, le cordon entre l'hôpital et ses patients reste. La désertion des hôpitaux tend à se généraliser dans les formations sanitaires avec de nombreuses conséquences. La baisse de fréquentation des structures de santé induit un manque à gagner au plan financier, mais aussi et surtout des complications sanitaires parfois difficiles à sauver. Le reportage de Oswald Moudon. Le nouveau visage que présentent les formations sanitaires est le même pour toutes. Crise du Covid-19 oblige. Les gens ont peur pour leur vie, ils restent chez eux, ils ne viennent plus trop à l'hôpital, donc il y a une réduction de la fréquentation. Mais ce n'est là que le bout visible de l'iceberg. Le mal est plus profond, une fois passé le constat de la désertion, avec comme première victime l'hôpital lui-même. Sur le plan financier, il y a un impact, bien sûr. L'hôpital a besoin de fonctionner. Et deuxièmement, également, c'est un hôpital qui reçoit les stagiaires, qui reçoit, du point de vue de la formation continue et tout, il y a un ralentissement d'activité de ce côté-là. La crainte des professionnels de santé, c'est de voir la crise perdurer. Et pour cause... Personne ne peut dire quand ça va s'arrêter. Alors, si les gens restent chez eux avec leur maladie, l'habileté, parce que quand on fait un truc tous les jours, on est tellement à l'aise, mais si on le fait une fois en passant, autant de conséquences. Les patients, acteurs de la désertion, ne sont pas en reste. La hantise de l'hôpital n'est pas sans conséquences, même pas pour eux. La conséquence, c'est par exemple que quelqu'un a une pathologie grave, mais parce qu'il a peur de venir à l'hôpital, il ne se fait pas diagnostiquer à temps. Il viendra vraiment quand il est serré, il n'en peut plus. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Moi, j'ai eu des malades qui m'ont dit, on a dit que c'est les gens comme nous là, et puis je suis vieux, qui meurent facilement, donc je ne viens pas. Et si vous avez si c'est un diabétique par exemple, il reste avec son diabète à la maison, il n'est pas suivi, c'est le diabète aussi qui va l'emporter à la maison. Malgré la crise sanitaire et un taux de fréquentation en chute libre, les hôpitaux gardent tous leurs services opérationnels, dans l'attente du moindre patient. Au vu des conséquences, dont certaines sont aujourd'hui désastreuses, la survie des formations sanitaires dans la durée repose sur un retour à la normale. Mais en attendant, chaque hôpital développe les stratégies à même de le maintenir à flot dans cette tempête covidienne. Il règne désormais dans les hôpitaux ce qu'on appelle les 3 P, entendez peur, panique et psychose. Face à cet état d'esprit entretenu par le vent de la pandémie, les psychologues convoquent la lucidité, éviter la stigmatisation et intégrer que la contamination au coronavirus n'est pas une fatalité ou une sentence de mort. Agnès Solange-Abossolo. Les couloirs des hôpitaux comme le couloir de la mort. Le cliché ainsi plaqué sur les structures sanitaires ces derniers temps doit sa réputation à la pandémie du coronavirus. Déjà confinés, certains malades se sont refermés sur eux-mêmes. Infection à coronavirus pour la population égale mort. On comprend qu'avec cette perception, les gens ne soient pas enclins à aller ou dans les formations sanitaires. Pourtant, dans le contexte qui est le nôtre, plus de 95% des cas guérissent. Seule la bonne information doit circuler. On en guérit. Il n'y a qu'une infime minorité qui pourra perdre la vie, comme dans toutes les autres maladies. Alors, comment venir à bout de cette psychose observée? Il faut savoir que c'est une épidémie. La coronavirus a eu un début et la coronavirus aura une fin. C'est très important de ne pas rester figé à cette représentation de la maladie permanente dans le temps, dans l'espace. Le coronavirus ne va pas empêcher les jours de continuer à s'écouler. Il faut bien que l'on gagne sa vie, il faut bien que l'on aille à l'école parce que la vie ne s'arrête pas là. Donc c'est très important que l'on intègre cela. Intégrer surtout que le masque va devenir notre meilleur allié et nul doute que le télétravail devient de plus en plus courant. Une technologie à la pointe pour renforcer les gestes barrières. Il est peut-être temps aussi d'évacuer les préjugés. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ONU Femmes, Cameroun et l'association des Bayam Salam en synergie pour soutenir les efforts nationaux de lutte. Soa robinet, masques et denrées alimentaires, c'est le package de dons offert ce week-end aux populations du département de la Léquié par la présidente de l'ASBI, Marie Mbala-Biloa. Voici le reportage de Marie-Alphonse Wona de CRTV Centre.
Jusque-là, pas de cas déclarés de coronavirus à Nkolgem, ce qui n'empêche en rien les autorités de continuer de sensibiliser les populations sur cet ennemi commun qui fait des ravages dans le monde. S'agissant de la sensibilisation, nous l'effectuons par tous les moyens, soit de manière directe par des interventions à travers les médias, soit à travers des relais. L'APSI est bien connue pour son esprit de solidarité légendaire. Cette cérémonie caritative en est une autre illustration. J'ai fait le tour de tout le Cameroun en donnant ces petits dons que nos partenaires aussi nous ont remis. Nous sommes donc venus en direct dire à nos frères et sœurs que le coronavirus existe vraiment. Un geste de générosité qui n'a pas laissé indifférents les principaux bénéficiaires. Je remercie beaucoup Madame Mbalé-Billois sur tout ce qu'il fait pour nous au village. C'est que nous sommes Dieu de la vie envers elle. Accompagner les pouvoirs publics dans cette lutte, c'est la mission que s'est donnée l'association des Bayam Salam du Cameroun avec le soutien de l'ONU Femmes Cameroun. Elles ont décidé de barrer résolument la voie au Covid-19 en respectant les mesures barrières. L'association des natifs et amis de Nkonsamba active son volet social à la prison centrale de Nkonsamba, la prison principale de Nkonsamba. Au-delà du message de réconfort aux détenus, l'ANAN a apporté des denrées alimentaires et des kits d'hygiène pour renforcer les mesures barrières contre le Covid-19 dans ce milieu carcéral. Voici la correspondance de Alvin Baonganzier de CRTV Littoral. La prison centrale de Nkonsamba compte plus de 400 pensionnaires, en majorité des jeunes dont la contribution au développement est tout aussi attendue au même titre que celle de tous les autres fils et filles de la localité. C'est dans cet élan de solidarité que l'association des natifs et amis de Nkonsamba est allée leur apporter du réconfort moral, mais aussi des denrées alimentaires et kits d'hygiène pour renforcer les mesures barrières contre le Covid-19 dans ce milieu carcéral. Nous sommes là tout simplement pour leur faire savoir qu'ils ne sont pas abandonnés. Nous voulons leur redonner vie et espoir. Pour les détenus, l'acte de réconfort de cette association est symbolique à plus d'un titre. C'est très chaleureux. Du coup, le climat change en nous et ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas délaissé. C'est un grand merci. Le régisseur de ce pénitencier a encouragé les membres de cette association. L'association des natifs et amis de Nkonsamba vient comme ça apporter sa pierre à cet édifice-là pour continuer de nous accompagner dans le combat quotidien. La privation de la liberté est une école de la vie, a rappelé la présidente de l'ANAN. Et les détenus de la prison de Nkonsamba d'aujourd'hui doivent en tirer pour participer à la reconstruction de Nkonsamba, jadis troisième ville du Cameroun. Les jeunes patriotes avec Paul Biya sont au front à Ibolova dans le sud pour stopper la propagation de cette pandémie qui continue de faire des victimes. À cet effet, le collectif des jeunes a sensibilisé les populations sur le respect des mesures barrières et distribué du matériel de prévention. Les détails avec Georges Ndi de CRTV Sud. Leur patriotisme a été plus fort que la pluie. Les jeunes patriotes avec Paul Biya ont parcouru les marchés de la ville de Bolova pour sensibiliser et distribuer soie robinet, savon et cache-nez aux commerçants et clients qui visiblement n'accordaient plus grande importance aux mesures barrières. Nous avons choisi les deux marchés de Bolova, le marché central et le marché Oyonga, pour amener les commerçants à comprendre que le coronavirus doit nous interpeller tous à le combattre. Nous devons respecter les mesures barrières et surtout les prescriptions données par notre gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence M. Paul Biya. Et ensemble, avec cette conscience, nous allons vaincre cette pandémie. Les récipients des RDC kits anti-Covid-19 n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux généreux donateurs. Nous vous remercions pour le don que vous venez juste de nous offrir. Nous sommes vraiment ravis et nous vous supplions de continuer votre travail. C'est depuis 2017 que la JAPABI soutient le président de la République Paul Biya dans ses combats pour l'émergence du Cameroun. Aujourd'hui, c'est sur le front du Covid-19. Après Ibolova, cette caravane va se déployer à Samlima, dans le Djailoba. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté.
Nous reparlerons de Covid-19 avec nos reporters du Centre des opérations des urgences dans le cours de ce journal. En attendant, je vous le disais dans les titres, ce 12 juillet marque une date, un souvenir dans l'histoire du Cameroun. Le traité Germano-Douala fut signé le 12 juillet 1884. Un contrat commercial au départ et politique par la suite qui ouvrait le territoire à l'administration et à l'industrialisation moderne européenne et dont le respect des clauses n'aura pas été des plus aisés. L'histoire dit que la date marque le début du protectorat allemand et pour certains spécialistes proches de ces questions-là, elle serait le point de départ de la diplomatie camerounaise. Évocation d'une date historique avec Laurence Oukalia. C'était un 12 juillet 1884. Le Cameroun était à l'aube de ses relations internationales. Le traité Germano-Douala marquait le transfert de souveraineté à l'Allemagne, comme il est écrit sur le document officiel. Nous, les chefs traditionnels Sawa, abandonnons totalement aujourd'hui nos droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration de notre territoire. Des paroles qui sonnent à lui comme une trahison, mais pourtant. Alors, il y a d'une part les chefs et rois Douala qui commercent depuis pratiquement 3 siècles avec les Européens, mais qui sont confrontés à un problème, la régulation du commerce sur le sol camerounais. De l'autre côté, il y a les commerçants européens, les Allemands, qui eux-mêmes ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser les Africains avec lesquels ils font le commerce. Ce besoin d'émancipation, à une époque catéchisée par l'exploitation occidentale, arrange les Allemands. Les protagonistes sont d'une part King Bell, King Aqua et une dizaine d'autres chefs Sawa, et d'autre part Edward Schmidt et Johannes Voss, 2 hommes d'affaires allemands à la tête de grandes firmes implantées au Cameroun. Mais la sagesse des chefs traditionnels Sawa les inspire à émettre 5 réserves dans le traité, stipulant globalement leur indépendance en matière de terres et de biens. Cet engagement signé par les chefs Douala a été utilisé moins de 3 mois après, c'est-à-dire à la conférence de Berlin, et a été le prétexte utilisé par les Allemands pour obtenir la reconnaissance par leurs pairs, les Anglais, les Français et même les Américains, de ce que eux, ils ont sur la côte africaine un territoire qui s'appelle le Cameroun. Le 12 juillet 1884 apparaît donc comme le tout début de la diplomatie camerounaise qui, depuis 136 années aujourd'hui, continue de servir les intérêts du pays dans ses échanges avec l'extérieur. Et 136 ans après, le Cameroun s'en souvient. Cette fois-ci, le souvenir est raconté au goût du cinéma dans une série de 30 épisodes Our Wishes, réalisée par le cinéaste camerounais Jean-Pierre Bekolom. Plusieurs acteurs camerounais font partie des conteurs de cette histoire coloniale de 1884 et parmi eux, Gérard Essomba, Émile Abesolo ou encore Valérie Ndongo. L'histoire immortalisée contée ici par Barbara Padjama. L'histoire s'est passée hier en 1884. Aujourd'hui, des Camerounais réveillent autrement les signataires du traité Germano-Douala. L'idée est partie d'une remise en question d'un éveilleur de conscience. Nous voulons d'abord remettre au goût du jour l'idée qu'il y a eu un document de souhait des chefs camerounais qui a été méprisé, ignoré par les Allemands et que le traité final ignore justement, n'a pas tous les éléments que voulaient les chefs allemands. Du passé au présent, le copier-coller a pris le temps de bien calquer les faits, à l'image du King Bell, grand acteur de l'histoire. Du Dash, converti au cache de la corruption qui circule au XXIe siècle. 30 épisodes d'un pan de l'histoire tirés à 4 épingles par des imitateurs de renom. Valérie Ndongo, Émile Abesolo ou Gérard Essomba ont posé dans la peau des ancêtres. Le scénario a opté pour ce modèle animé en noir sur blanc pour une belle raison. Quand vous lisez un livre d'histoire, il n'y a que les faits historiques. Il n'y a pas les émotions, il n'y a pas les personnages, il n'y a pas les conflits. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de documents, de livres qui consignent les émotions. Donc nous devons les inventer plus ou moins. Le film montre aussi un Cameroun avec un cas qui a existé. Jean-Pierre Bekolom aimerait voir plus de projecteurs sur l'avenir de cette œuvre historique. L'idéal, c'est que ça rentre dans les écoles. Moi, je pense que je ne vois pas pourquoi cette série ne serait pas enseignée, discutée. Parce que, quelque part, nous n'allons pas rester dans l'ignorance de ce que nous avons vécu. Our Wishes est un conte audacieux qui vient rappeler la date de naissance de ce Cameroun, de toutes les attentions
même avant le 12 juillet 1884. Restons sur les terres où fut signé ce traité germano-douala pour parler de tout à fait autre chose. La peur habite les populations riveraines du lieu dit Logbessou, vallée des Nobles à Douala dans la région du littoral. La vallée croule sous la menace d'un éboulement qui pourrait se produire à tout moment par ces temps de retour de grandes pluies. Allons vivre de près la situation avec notre reporter de CRTV Littoral, Gaël Moudio-Andedi. Regardez un contrebas de cette vallée donne le tournis. En face, Ange Gabriel supervise des travaux de la dernière chance. C'est un mur de soutènement que nous sommes en train de faire avec la collaboration des voisins. Le tenancier, c'est l'immeuble-là. Ça héberge les enfants qui fréquentent à Dauphine et qui sont des joueurs. On a au moins plus de 50 personnes qui habitent là-bas. Si on ne protège pas, les vies humaines sont en danger et les voisins et nos enfants. Bon, c'est parce que l'immeuble est tombé hier, subitement, que le monsieur est arrivé, parce que depuis 2 ans, on est en négociation. Voici l'immeuble effondré qui a déclenché la dernière vague de peur. On a invité la communauté ici pour la rue. Ils nous ont fait la promesse en vain. Cet homme est venu nous foutre ces routes dans la mer, ça fait 4 ans, en vain. Nous allons en profiter pour faire ces routes et vous allez voir tout à l'heure là en bas, on a essayé d'aménager. Jusqu'à présent, nous estimons que l'État ne va pas nous abandonner. On peut voir ici les vestiges de la rigole d'autrefois. Avant que incroyable roue de l'érosion et des glissements de terrain. Vu d'en bas, ce n'est pas moins impressionnant. Cette maison, par exemple, reçoit en permanence des mottes de terre sur son toit. Avec la recrudescence des pluies, la crainte des pertes en vies humaines est constante. Pourtant, cela n'empêche pas la vie de poursuivre son cours. The show must go on. Pluie torrentielle à Kousséri dans le département du Logone-Chari. De fortes précipitations enregistrées ces derniers jours entraînent des inondations et plongent les populations dans la désolation. Les détails avec Lionel Mingué de CRTV Extrême Nord. C'est désormais un avenir incertain pour la centaine de riziculteurs de Madan, banlieue de la ville de Kousséri, qui ont vu leur unique magasin de stockage détruit par les tornades enregistrées ces derniers jours. Le magasin a vraiment un impact sur toutes nos activités. Si vraiment ce magasin n'est pas reconstruit, vraiment je crois que tout ce que nous ferons ici comme activité agricole n'aura pas de sens. Même au quartier Ibou, le bâtiment abritant les équipements du centre de diffusion radio-TV de la Cameroun Radio Télévision a subi de plein fouet les effets de ce vent violent. Le centre est coupé entièrement de l'énergie Eneo depuis le 25 juin. Nous essayons depuis ce temps-là de diffuser en groupe électrogène, mais malheureusement nous sommes aussi sinistrés. Pour le dégât physique, il y a la toiture qui est complètement arrachée. À l'intérieur, les pluies suintent et on essaye de couvrir les émetteurs autant que nous pouvons. En plein centre-ville, c'est une image méconnaissable de Kousséri après cette série de pluies. Route impraticable du fait des inondations, poteaux électriques qui jonchent désormais les principaux axes routiers, rendant difficile le quotidien des habitants qui sont jusqu'ici dans le noir. Rendons-nous à présent au centre des opérations d'urgence de santé publique pour faire le point. Le point de presse quotidien s'est achevé là-bas il y a quelques minutes. Sujet phare, les mesures sanitaires dans les prisons. Éclairage dans quelques secondes avec le chef de district de santé de Kondongo, le docteur Onambele Paul. Il se trouve sur place avec notre reporter Évariste Yenga. Évariste, bonsoir. Dites-nous, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir à Tabadine Omar, c'est bien cela, les mesures sont adaptées, même si elles sont adossées sur les prescriptions, les restrictions prescrites par le gouvernement. Elles sont davantage adaptées, elles sont spécifiques au milieu et à l'environnement carcéral afin de répondre aussi à des questions tout à fait spécifiques. On en a relevé quelques aspects pour vous, à l'instar de la suspension des transfèrements durant toute la période de riposte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Il y a la suspension des travaux d'intérêt général, il y a la suspension des corvées en externe, il y a aussi la mise en quarantaine systématique de tous les nouveaux détenus ou de tous les nouveaux entrants dans le milieu carcéral. Essayons de voir comment fonctionne également la prise en charge, comment fonctionne le dépistage dans ces milieux. Il nous prête son expertise ce soir, c'est le docteur Paul
Onambele. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes le chef du district de santé de Nkondongo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors dites-nous, la prison centrale de Kondengui a un poste de santé carcéral, ça on le sait, mais qui travaille en collaboration avec votre district de santé. Comment cela se passe, par exemple pour les dépistages? Effectivement, nous apportons un appui à la fois technique et un appui logistique au centre médical pénitentiaire qui est chargé de la santé des détenus. Et notre appui consiste essentiellement à la fourniture des équipements nécessaires et de tout le matériel, tous les consommables pour pouvoir réaliser les tests. Et aussi à l'accompagnement technique, renforcement des capacités des personnels pénitentiaires qui sont chargés de la santé pénitentiaire, qui sont entre des médecins, des infirmiers et même des personnels carcéral qui aident quelquefois dans des activités de dépistage. Et quels sont les échos qui vous reviennent de là? Est-ce qu'on arrive à, quand on fait des tests de dépistage, est-ce qu'il y a un fichier de détenus qui indique des cas positifs? Actuellement, il y a un poste de dépistage au niveau de la prison et c'est un poste qui offre non seulement le service de dépistage aux prisonniers, mais aussi à la population générale. Et ce poste, c'est aussi un poste de sensibilisation. Vous pouvez y aller pour connaître votre statut donc, et aussi avoir des informations sur le coronavirus. C'est un poste où on applique les 3 T, le tracking des personnes malades, le testing et le traitement. Le traitement peut se faire à la fois pour des personnes qui sont dépistées positives, qui seraient venues de la communauté, et aussi des dispositions sont prises pour que, éventuellement, s'il y a un cas positif, qu'au niveau de la prison, qu'on puisse lui offrir toutes les conditions qu'il faut et tout le suivi qu'il faut le moment venu. Alors, quand on dit détenu, c'est un individu à statut spécial. Comment se passe sa prise en charge? Sa prise en charge devrait se faire à la fois par les personnels sanitaires qui sont déjà présents au niveau de la prison, mais aussi par le système de santé en lui-même qui a organisé des sites de prise en charge. Ce qui fait que si on a quelqu'un qui est positif à la prison, il y aura cet accompagnement double-là et ces personnes seront référées au niveau des centres de prise en charge ou alors, en fonction de leur état de santé, on peut décider d'une prise en charge sur site, soit à domicile, bon, à domicile disons, mais en milieu carcéral, soit alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les centres spécialisés. Docteur, terminons par cette question qui pourrait fâcher. On sait qu'en milieu carcéral, la densité au mètre carré est importante. Comment on fait pour respecter la distanciation sociale là-bas? Non, les premières mesures ont consisté à un désengorgement des prisons. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été libérées pour rendre les prisons un peu plus fluides. Maintenant, on insiste sur le port du masque, on insiste sur les autres mesures barrières d'hygiène et toutes les autres mesures d'éloignement. C'est vrai qu'avec le milieu carcéral, c'est un milieu fermé. Le plus important, donc, c'est d'éviter que l'infection entre en prison. C'est pour ça que plusieurs autres mesures ont été prises au niveau de la prison pour vraiment réduire les contacts entre la population de l'extérieur et les populations à l'intérieur de la prison. Merci docteur d'être venu. On a appris plus d'une chose sur les mesures sanitaires et leur importance en milieu carcéral. Il y a bien d'autres mesures qui sont contenues dans la circulaire du ministre de la Justice qui donne des précisions et d'autres spécificités. À vous le plateau, Atabadine Omar. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité. Il est tout à fait rassurant de savoir qu'une attention particulière est portée aux prisonniers. Il s'agit là de respect des droits de l'homme. Merci pour toutes ces informations sur les mesures spécifiques relatives aux pénitenciers ainsi qu'aux détenus. Bonne soirée à vous. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population édition 2020 célébrée hier 11 juillet, la délégation régionale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a procédé à la remise d'un important don de matériel agricole à certaines associations de femmes et de jeunes de la région de la Damawa. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Kildadi Tagege Boukar, le gouverneur. Le reportage de Rigobert Timiso de CRTV à Damawa. Elles sont au total 12 associations qui ont reçu de la part du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à travers sa délégation régionale un important stock de matériel agricole constitué entre autres des machines à décortiquer, des motopompes, des débroussailleuses, des groupes électrogènes, machettes et ou notamment. Nous remercions infiniment le gouvernement camerounais de nous avoir choisis pour booster l'économie de notre pays, le Cameroun. Nous sommes très fiers de recevoir ce don de matériel
les femmes vont se mettre au travail. Ces kits qui viennent à point nommé vont développer les activités agricoles et augmenter le rendement des producteurs. Bien plus, ils vont permettre à ces soldats de la terre, regroupés au sein de ces associations, de mettre en pratique le programme Graines. Le gouverneur de la Damawa a salué la tenue de cette cérémonie en dépit du contexte qui est morose, marqué par la pandémie du coronavirus. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a tenu à ce que cette cérémonie se célèbre dans la ville d'Ngaoundéré. Nous voulons lui dire merci et lui exprimer la gratitude de la population de la région de la Damawa. Des dons qui sont importants, qui pourront aider les couches vulnérables à mener leurs activités avec conviction. L'autorité administrative a par la suite invité les bénéficiaires à faire bon usage de ce précieux don et les a promis un accompagnement progressif et constant du Minepat qui vise à développer les plantations. Intéresser les jeunes au métier d'assainissement, c'est le but du programme spécial d'emploi urbain qui vient de former à Ebolova dans le sud une cinquantaine de jeunes à la réalisation des travaux d'aménagement urbain. Un bilan à mi-parcours des activités du dit projet a également été dressé par le comité de pilotage de l'UCEP. Christian Blondel-Abia de CRTV Sud. Ebolova, la capitale régionale du Sud, s'embellit progressivement. Cette cité brille grâce aux travaux d'aménagement entrepris de part et d'autre. L'une des plateformes ayant facilité le projet est le programme spécial d'emploi urbain. Un fruit du partenariat entre le Fonds national de l'emploi et la mairie de la ville d'Ebolova, signé en décembre 2019. L'UCEP a recruté et formé 50 jeunes. Ils ont procédé au sarclage et au curage des rigoles, entre autres. 6 mois plus tard, l'heure est au bilan. Ils ont participé à rendre notre ville propre, agréable à vivre, que les populations de la ville d'Ebolova puissent tirer un grand bénéfice. En plus de l'aménagement et de l'assainissement urbain, le programme UCEP offre des opportunités aux citoyens en quête d'emploi. L'esprit d'entrepreneuriat, je peux profiter comme ça pour aller créer moi-même mon entreprise. Le comité de pilotage était aussi l'occasion de faire des prévisions au bénéfice de tous. L'objectif du programme, c'est plus que ça. C'est des infrastructures. Vous voyez, voilà les collines. Il faut nous mettre ces pierres au sol, que nous puissions lancer non seulement ici à Ebolova, qu'on lance à Saint-Mélima, qu'on lance partout. Siliak Marimvogo, préfet de l'Invilla, a félicité les différents acteurs. La première vague a reçu des parchemins et un appui pour l'auto-emploi. Fin de vacances à la tête de la commune de Garoua 3e. Le nouveau maire de cette collectivité territoriale décentralisée, le docteur Abdourahmane Maïkanti, qui remplace Hamidou Laïman décédé, vient d'être élu au cours d'une session du conseil municipal qui s'est déroulée en présence du préfet de la Benue. La correspondance de Claver Pascal Ndanga à Garoua. C'est un acteur du développement rural qui prend les rênes de la commune de Garoua 3e comme deuxième maire de l'histoire de cette jeune municipalité créée en 2007. Vétérinaire de formation et jusqu'ici consultant au projet de développement de l'élevage, en qualité de spécialiste régional des productions animales, le docteur Abdourahmane Maïkanti, âgé de 51 ans, ambitionne de transformer l'ensemble des atouts en force pour donner satisfaction aux populations. Étant donné que c'est une commune essentiellement rurale, donc tout est tourné vers l'agriculture et l'élevage. D'amener les jeunes et les femmes surtout à se constituer en coopérative pour pouvoir s'intégrer définitivement dans le schéma du développement de notre pays. Pas de temps donc à perdre pour le maire et ses adjoints, Marie Vicenois Fidisala et Agnès Védérine Amadou. Le préfet du département de la Benue les engage à se mettre résolument au travail pour un réel développement local. C'est une commune en plein chantier. Il faut donc que les investissements publics soient vus et aperçus dans cette municipalité, que cette commune rattrape les 2 autres communes de la ville de Garoua. L'élection du nouvel exécutif municipal à la tête de la commune de Garoua 3e fait suite au décès le 11 mai dernier du maire Hamidou Laïmani, réélu pour un 3e mandat à l'issue du double scrutin du 9 février 2020. Un hommage lui a d'ailleurs été rendu pour l'occasion. L'université de Douala, désormais liée à l'African Marine Mammal Conservation Organization, un partenariat qui vient d'être signé
entre cette ONG spécialisée dans la protection des mammifères marins et l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi. Le recteur de l'Université de Douala, en visite de travail dans cet établissement, a engagé enseignants et étudiants à avancer sur le chemin de l'excellence. On fait le point avec Rufin Kacham de CRTV Littoral. Premier acte de cette toute première visite de travail du recteur de l'Université de Douala au campus de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi, la signature d'une convention qui définit désormais de manière formelle les échanges entre cet établissement et l'ONG AMCO. Il est important de noter ici qu'il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant entre AMCO et ISH. Nous collaborons depuis 5 ans et cela vise principalement à la formation des étudiants de l'ISH que nous recevons à AMCO chaque année comme stagiaires. Ici, il est question de renforcer leurs capacités en matière de recherche sur les espèces aquatiques telles que le lamantin, les baleines, les cétacés et les tortues marines. Faire de l'ISH le pôle de développement de la région et de la sous-région, le professeur Magloire Ondoy croit. Il est séduit par les différentes réalisations des étudiants lors de la visite dans les laboratoires et la ferme aquacole. Second acte de cette visite de travail, le professeur Magloire Ondoy dit être conscient que la magie qui s'opère ici mérite un cadre de travail plus agréable. En l'occurrence, le campus de Bagna 2, ce site en chantier choisi pour abriter l'établissement universitaire, reçoit le recteur et sa suite. Une dernière étape qui s'achève sur une note amère. Magloire Ondoy attribue la mention médiocre à l'entreprise en charge des travaux de construction. La pensée de Kwame Nkrumah, mise en exergue 48 ans après la mort du père du panafricanisme, ceci à travers une thèse sur le développement intégral soutenue hier samedi à l'université de Yaoundé 1 par Naïna Lisa et Bernia Bounia Epé pour l'obtention du doctorat PhD en philosophie. Les travaux étaient dirigés par le professeur Hubert Monondiana. Les détails avec Étienne Pascal Azégué. Présentation sera structurée en 3 étapes. La pensée d'un Kwame Nkrumah, valorisée 48 ans après sa mort. Une pensée philosophique examinée par Naya Bounia Epé dans sa thèse, présentée et soutenue publiquement à l'université de Yaoundé 1 pour l'obtention du doctorat PhD en philosophie. C'est tout un ouvrage de Kwame Nkrumah. Il appelle à l'union des forces. Parce que les Africains ont dit, dans un proverbe de chez moi, une seule main ne peut pas attacher le mets. Il faut plusieurs mains pour attacher le mets. Donc tout simplement l'unification, l'unicité des Africains. Le jury, constitué de professeurs titulaires de l'université de Yaoundé 1, a soumis le travail à une critique intellectuelle dans le contexte africain actuel. Ce que Nkrumah disait dans les années 50, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. À savoir que l'Occident va jouer du suprémacisme, l'Occident va jouer du dominationnisme, et l'Occident va exploiter notre servilisme et nous mettre à défendre ses intérêts en nous trompant avec des titres qui font de nous des nobles, des élites, etc., alors que nous ne sommes que des dévots. La pensée d'un Kwame Nkrumah et l'émergence de l'Afrique, thème de la thèse, est sanctionnée à l'unanimité des membres du jury, présidé par le professeur Émile Kémounier, de la mention très honorable à la satisfaction de l'assistance. Nous sommes dimanche et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine dominical Scène de presse. Rendons-nous tout de suite au studio 2 pour essayer d'en savoir davantage sur le menu de Scène de presse ce soir. Retrouvons sur place Lucrèce Mbenga. Lucrèce, bonsoir. Qu'y a-t-il dans le menu de Scène de presse ce soir? Bonsoir à Tabazine Omar et bonsoir à vos téléspectateurs. Au menu de Scène de presse ce soir, Cameroun, quelle place pour la diaspora? L'honorable Louis-Henri Garcha, député RDPC, va nous édifier sur la question. Lui qui est le président donc du réseau des parlementaires pour la diaspora et la coopération décentralisée et transfrontalière. Dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse, nous recevrons le professeur Pierre Ongo, vice-président du Conseil scientifique de lutte contre le Covid-19. Il nous dira tout sur les protocoles de soins, qui peut les prendre, quand, comment et pendant combien de temps. Le professeur Ongolo répondra aux questions de Joseph Benboum, le directeur de publication de l'hebdomadaire Éco-Santé. Nous sommes prêts pour 1 heure d'échange. À tout de suite. Merci Lucrèce Mbenga, nous serons en votre compagnie juste après ce journal.
Information triste, hommage appuyé hier samedi au colonel médecin chef Marius Etundi. Le serviteur de l'État a eu droit aux funérailles selon la tradition béti et celle de l'église catholique romaine. C'était à Konabin, dans l'arrondissement d'Obala. La cérémonie a drainé du beau monde et en louant les qualités de celui qui a longtemps servi aux côtés du président Paul Biya, la famille du disparu a dit sa gratitude au chef de l'État. Voici le reportage de Dieudonné Omba. Humilité, discrétion, mais efficacité. Ainsi résumé la personne du colonel médecin Marius Etundi. Un profil longuement rappelé ce samedi à l'unisson par les participants aux obsèques du disparu. Obsèques organisées par la famille 2 mois après sa disparition. Des populations de Konabeng, son village natal, à ses différents lieux d'exercice professionnel ou d'apprentissage, le disparu laisse un héritage unanime. Marius en permanence cherchait à concilier les situations. Marius en permanence faisait tout pour éviter tout ce qui est de nature à pouvoir rompre la paix et l'harmonie. Papa nous a enseigné des valeurs profondes comme le partage, le travail dur. Mon frère me laisse des valeurs d'humilité. L'effort au travail. Donc, il nous a préparés et nous sommes prêts à continuer son œuvre. Serviteur des petits mais également des grands, c'est ainsi qu'il a servi de longues années durant aux côtés du président Paul Biya, le chef de l'État qui, plus d'une décennie durant, a fait preuve de sa grande sollicitude à l'endroit de ce fils de Konabeng né il y a 68 ans. D'abord, en l'appelant à ses côtés comme médecin personnel, ensuite par sa sollicitude pendant de longues années de maladie du disparu, enfin pour l'onction ointe en vue de l'organisation des obsèques. Je profite pour remercier le chef d'État parce qu'il a beaucoup œuvré dans la vie de papa. Il a fait en sorte que nous puissions jouir de sa présence, de ses conseils, de son expérience. Occasion pour la tradition béti et celle de l'Église catholique de démontrer leur convergence quant à la célébration des grands hommes. À la clé, le rite est sani. Après le Siliaou, questionnement post-mortem sur le disparu et la messe des requiem présidée par Monseigneur Roger Pirenne, archevêque émérite de Berthois, entouré d'une vingtaine de prêtres, en présence de Patrick Simou-Kamsu, préfet des Séons, de l'élite locale, les ministres Henri Eyébé Aïssi et Benoît Ndonsoumet notamment. Une nombreuse assistance qui a prié pour le repos de l'âme du disparu et pour que d'autres colonels, Marius Etundi, de par des grandes valeurs, puissent voir le jour non seulement à Konabeng dans la Léquié, mais également au Cameroun pour le service des humains. De la dizaine de prises de parole et du conciliabule de la grande famille Mbog-Niamnié, un grand merci au président Paul Biya. La différente gratitude de la Léquié à l'endroit de Monsieur le Président de la République. Gratitude pour l'honneur et la confiance qu'il lui a souverainement plu d'accorder à ses fils de la Léquié pour servir l'État et partant la nation. Dans les sommets de l'État et en particulier dans ses positions de grande proximité avec lui, comme peut l'être un médecin personnel. Le colonel médecin Etundi Marius a effectivement exercé dans cette position pendant plus de 30 ans. Le colonel médecin Marius Etundi a par ailleurs été élevé à la dignité de croix de la valeur militaire, avec citation de l'ordre de la nation. Et dans le même registre, Désiré Tchonke, agent technique en service au centre de diffusion FMTV de Tian, dans la région de l'Ouest, a été inhumé à Makenine, son village natal. Le directeur général de la CRTV était représenté par le chef de la station régionale CRTV Ouest. Plus de détails avec André Aristide Combat. Mon ville à Makenene, Désiré Tchonke, qui y a passé son enfance, était mis à 2 mètres sur terre après avoir succombé à une courte maladie. Pour un dernier hommage, la CRTV s'est déployée sous la houlette de son directeur général, Charles Ndongo, représenté personnellement par le chef de la station régionale, René Njoyamot. Il a reconnu les qualités du défunt qui s'est illustré par son ardeur au travail.
Bien avant, il aura suivi les témoignages de la famille, des amis, de la mère et surtout de la veuve Sorel Tchunke qui a salué la mémoire de son époux. Il était généreux, il était tendre. Pour moi, c'était l'homme idéal. Le mari que toute femme rêverait avoir. La messe d'inhumation a donné l'occasion aux catéchistes du village de s'étendre sur l'évangile selon Saint Jean au chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus va au ciel pour préparer une place aux croyants. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Comme quoi, ne soyez pas bouleversés. C'était le thème de la liturgie de la parole qui s'est achevée par des chants de louanges. Des intentions de prière formulées à l'endroit de Marcel Niatinji-Fendi, le président du Sénat. Le culte d'action de grâce s'est déroulé ce dimanche au temple de l'église évangélique du Cameroun à Banganté dans la région de l'Ouest. Christelle Kémonier de CRTV Ouest nous en dit plus. Au premier plan, le président du Sénat, Marcel Niatinji-Fendi, est entouré des membres de sa famille. Dans ce temple de l'église évangélique du Cameroun, on reconnaît d'autres parlementaires et d'autres personnalités de premier plan. Tous sont venus joindre leur voix pour un chant de louange. Dire merci au Seigneur pour la restauration de la santé du sénateur Marcel Niatinji-Fendi. C'est déjà la joie du président du Sénat d'être revenu au village. C'était un moment de recueillement dont il avait besoin pour se ressourcer afin de reprendre des forces et rentrer à Yaoundé accomplir les tâches de la République. Pour le pasteur Luther Nanchouan, chaque homme doit travailler à être une bonne terre. Ce message se résume par une trilogie simple: écouter, retenir et garder. La foi vient ce qu'on entend. Quand vous écoutez, vous retenez, vous mettez en pratique, vous êtes la bonne terre. C'était aussi l'occasion de demander au Seigneur plus de sagesse au président Paul Biya pour la restauration de la paix et la bonne gestion de la pandémie du coronavirus. Justement, ici à Banganté, les mesures barrières ont été strictement respectées. Hors des frontières nationales, déjà 8 morts au 3e jour de manifestation au Mali. De violents incidents ont de nouveau éclaté la nuit dernière dans plusieurs quartiers de Bamako, la capitale. Le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, annonce la dissolution de fait de la Cour constitutionnelle. On fait le point avec Séverin Aligambili. Le calme n'est pas totalement revenu à Bamako, au lendemain des manifestations violentes du 10 juillet. La coalition du mouvement du 5 juin met toujours la pression sur les autorités maliennes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, dans une brève allocution à la télévision nationale, a fait savoir qu'il abrogeait les décrets de nomination des 9 membres de la Cour constitutionnelle. Institution qui a invalidé une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril dernier. Une décision qui a déclenché la vague de contestation sanctionnée vendredi par des pertes matérielles et humaines. Je continuerai de privilégier avec toutes les forces vives de la nation pour la mise en place d'une équipe gouvernementale consensuelle composée de cadres républicains et patriotes et non de casseurs et de démolisseurs du pays. Le Mali mérite mieux que ça. Le président Keïta a eu recours à la voie des élections législatives partielles dans les circonscriptions concernées par les invalidations de la Cour constitutionnelle, comme l'avait recommandé la mission de bons offices de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Mais cela n'a pas suffi pour désamorcer les tensions. Je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Evaristo Carvalho, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Le président Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration ce 12 juillet de la fête nationale de son pays. Fin du journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Dès demain, retrouvez Adel Mbala pour les éditions de 20h30 semaine. Madame, Messieurs, prenez soin de vous. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est
est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.